est-ce que vous savez comment le LSD a été inventé, hein? Bon, est-ce que vous savez déjà ce que c'est le LSD? Pardon. Ça va. Oui? Ouais. Et vous? Ouais, mais non. Bah, celui qui l'a inventé, il s'appelle Albert Hofmann et c'est un chimiste suisse. Et lui, à la base, sa spécialité, c'est pas du tout les drogues ou les trucs illégaux. Non, non, lui, à la base, il travaillait sur les plantes et sur les petites substances qu'elles sécrètent. Lui, il adore la verdure et toutes les bonnes odeurs et toutes les vitamines. Lui, à la base, il était à la recherche d'un médicament pour traiter les migraines et les troubles de circulation sanguine. Et un jour, donc, pour arriver au but de sa recherche, il commence à travailler sur le seigle et surtout sur les champignons qui se sécrètent sur cette céréale. Et donc, en fouillant et en faisant des tests, il arrive à trouver l'acide lysergique. Au début, il ne sait pas trop ce que c'est, mais il sent que ça a des bonnes capacités et ça a des bonnes répercussions sur la santé. Genre, ça aide les migraines. Et un jour, comme tous les autres inventeurs, donc il est dans son labo, et il fait ses petits tests, et sans faire exprès, il en renverse un peu sur ses doigts, et il dit de toute façon, c'est pas grave, c'est bientôt la fin de journée, je finis vite fait, tu vois, il va pas se laver les mains, et sans faire exprès, tu sais, il se gratte un peu les yeux. Il fait bon, allez, c'est pas grave. En plus, tu sais, t'as l'horloge qui sonne, c'est un Suisse, tu sais, l'heure, c'est l'heure, il se dit hop, fin de journée, allez, moi je rentre. Donc il laisse tout dans les taxis, il sort et il prend le vélo parce que le mec, il est écolo, tu vois, il n'est pas en voiture. Et donc là, il commence le trajet vers chez lui en vélo, et là, il vit le premier trip psychédélique de l'histoire de l'humanité à vélo. Comme dit Bourvil, à bicyclette. Et même s'il a connu quand même un bon bad trip, tu vois, qu'il a fait grave flipper parce que c'est la première fois de sa vie qu'il en goûtait. Il savait pas du tout les conséquences qu'il y avait et comment ça pouvait se terminer. Tu vois, ça se trouve, il pouvait en mourir carrément. Mais en réessayant ce liquide de LSD, genre à différentes doses, en trouvant le bon dosage, Albert Hofmann est juste devenu genre accro au LSD, mais genre le bon accro, le bon dégustateur, tu vois, le sommelier du LSD. Et déjà, Albert Hofmann, ce mec-là, c'est un ouf. Je vous jure, moi, il me passionne. Parce que déjà, il a vécu jusqu'à ses 102 ans. Et jusqu'à ses 102 ans, il n'a jamais porté de lunettes, jamais porté d'appareil auditif, il n'a jamais eu aucune maladie. Et selon lui, genre, c'est grâce au LSD qu'il a réussi à survivre à tout ça. Selon lui, il a créé un médicament pour traiter la psychothérapie. D'après lui, ce médicament pris à petite dose, enfin à la dose qu'il faut, ne déclenche pas du tout d'hallucination. Mais au contraire, donne un sentiment de confiance en soi et de clarté d'esprit. Et il le commercialise beaucoup aux États-Unis. Et c'est là que le neuropsychologue et enseignant à Harvard quand même, qui s'appelle Timothy Leary, décide de le tester dans ce groupe d'études. C'est vraiment dans sa classe. Donc vraiment, c'est un prof qui ramène du LSD dans sa classe et qui décide de la faire goûter à ses élèves. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Franchement, je vois pas du tout, hein. Il avait pas le pif, Timothée. Et du coup, forcément, ces élèves, en testant ce LSD, ils trouvent les effets excellents. Ils commencent à le disperser, à le commercialiser en dehors des cours. Et donc là, ça devient super populaire aux États-Unis, chez les jeunes et dans les soirées un peu techno qui deviennent des soirées beaucoup plus chill et plus cool. Et donc, sans le vouloir, en fait, Albert Hofmann, en passant par Timothy Leary, a inventé les groupes hippies. Groupe hippie. Oh mon Dieu. Vivre dans l'urine, c'est affligeant. Bonjour tout le monde. Alors, saviez-vous que les meilleures inventions viennent d'une erreur? Eh ouais, parfois on a besoin de se perdre pour trouver le bon chemin. Comme moi par exemple, là, je me suis un peu perdu à Bali pour vous trouver la bonne idée de vidéo qui va vous divertir. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des meilleures inventions que vous connaissez tous, qui partagent votre quotidien, mais qui sont venues d'un accident ou d'une erreur et qui n'auraient pu jamais être inventées si les gars y réfléchissaient, genre logiquement. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent à vous, mais moi souvent, je trouve les bonnes solutions en faisant des erreurs. Ouais, parfois j'ai besoin de faire beaucoup d'erreurs pour trouver la bonne solution. Mais alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir les meilleures inventions qui viennent d'une erreur et en même temps découvrir des belles vues de Bali? Alors, c'est parti! Je pense que vous savez que le vin, ça date d'un moment déjà. D'ailleurs, saviez-vous que là récemment, ils ont retrouvé les toutes premières traces de vin, genre en Géorgie, hein, du côté de Tbilissi. Donc, ça voudrait dire que, officiellement, le vin a été créé par les Géorgiens. Alors, franchement, Madlo Babevre les cousins, ça fait plaisir, merci. Mais
Vous savez que le champagne, c'est beaucoup plus récent que ça. Alors, les toutes premières racines dateraient du 3e siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Romains sont venus implanter des vignes du côté de Champagne. Oui, alors vous imaginez que le champagne vient de la région de Champagne. Mais pendant très longtemps, il n'y avait pas de champagne en Champagne. Non, le champagne shower, c'était juste quand il pleuvait à Reims. Et c'est vrai qu'en Champagne, il pleuvait souvent. Ouais, parce qu'en termes de météo, on est d'accord que le climat dans la région de Champagne, c'est pas le sud de la France, le sud de l'Italie et même pas la Géorgie, non. Et bah, d'ailleurs, c'est à cause de ça que le champagne a été créé. Parce qu'en fait, lorsqu'ils mettaient du vin à macérer, en fait, durant l'hiver, avec tout le froid qu'il y a, en fait, la fermentation s'arrêtait. Et après, plus tard, au printemps, lorsqu'elle reprenait, en fait, toutes les bulles qui s'existaient, tu vois, ils sortaient d'un coup et ça faisait exploser, genre, toutes les cuves et toutes les bouteilles, genre, paf. Oh, sorry. Donc les Français, ils sont blasés parce qu'ils ne savent pas comment se débarrasser de toutes ces bulles. Parce que le vin, c'est sans bulles. Hein. Mais de l'autre côté de la Manche, les Britanniques, ils commencent à en raffoler des bulles. Ils disent, je sais pas, ça fait des guillis dans le vent, ça fait plaisir. Mais par contre, ils n'aiment pas non plus quand les bouteilles explosent. Et c'est là qu'un moine entre en jeu. C'est le moine bénédictin Dom Pérignon. En fait, lui, en faisant plusieurs tests, les tests à l'époque c'est de la dégustation, hein, alors, en mélangeant 2-3 petits ingrédients, mais le but c'est surtout de goûter. Et il aime bien goûter le vin pétillant. Et donc en faisant toutes ces dégustations, il arrive à trouver une recette où lorsque tu rajoutes une certaine quantité de sucre et de levure avant la mise en bouteille, en fait, ça te permet de contrôler cette fermentation et cette pétillance. Donc les bouteilles arrêtent d'exploser. Alors là, les Anglais, ils en raffolent encore plus, ils disent « j'achète ». Et le Dom Pérignon, il fait « moi je vends ». Il envoie des énormes parties à vendre donc de l'autre côté de la Manche, mais en France, ça n'a pas trop de succès. Tu sais, les gens, ils sont quand même restés dans le truc de le vin classique. Mais sauf qu'en voyant, tous les rois britanniques ont s'ambiancé avec des bulles, parce que je peux vous dire qu'avec le champagne, ça s'ambiance, ça danse, je vous jure, il y a des carrières de DJ qui ont démarré grâce au champagne. Là, je suis juste à côté d'un DJ privé et je peux vous dire qu'en Angleterre, c'était la même ambiance. Hein. Sorry. Et donc là, les rois français, ils disent à Dom Pérignon, vas-y, fais goûter un peu là, les petites bulles là. Ils goûtent, et là, ils sentent le truc, ça monte 2 fois plus vite au cerveau, ils s'ambiancent, ça part en soirée de ouf à l'Élysée et partout à Versailles. Et donc, c'est grâce à cette erreur de fermentation qui faisait exploser les bouteilles qu'on a réussi à créer le champagne qu'on connaît aujourd'hui, qui n'explose plus les bouteilles, qui fait seulement exploser les cerveaux. Paf! Vous connaissez Alfred Nobel, hein? Aujourd'hui super connu pour le prix Nobel. Hein? Eh bien, savez-vous que ce prix a failli ne jamais exister? Et est-ce que comme moi, genre pour vous, Alfred Nobel a une réputation de quelqu'un de gentil, vraiment un ange. Et c'est vrai que son nom de famille est associé au prix Nobel. Et c'est vrai que c'est lui qui l'a créé et surtout qui a légué toute sa fortune pour récompenser les gens les plus gentils et bienfaiteurs de cette planète. Hein? Rien que le prix Nobel de la paix. Oh! Et bien forcément, il a une réputation d'un saint. Et bien durant son vivant, c'était pas du tout le cas. Et d'ailleurs, même toute sa famille, ils avaient une réputation de diable. Les marchands de la mort, qu'on les appelait. Alors déjà, un truc qui m'a pas mal étonné, je ne sais pas si vous le saviez, mais étant petit, avec toute sa famille, ils ont déménagé à Saint-Pétersbourg, en Russie, c'est ma ville, pour y fabriquer et vendre des explosifs. Quelle bande de gentils, va. En fait, eux, à la base, ils sont de Suède, mais en Suède, ils n'ont pas du tout réussi à se faire de l'oseille en vendant des explosifs. Non, parce que la Suède, c'est un pays à tradition pacifiste. Donc, niveau explosifs et bombes, là-bas, tu te fais pas beaucoup d'oseille. Non, eux, on dirait qu'ils préfèrent les bisous, les Chris Prolls et les meubles avec des noms chelous. Tout d'abord, c'est son père, Emmanuel, qui a créé donc ce biz et cette société à Saint-Pétersbourg. Et ensuite, Alfred et son frère Ludwig ont commencé à bosser avec lui dans cette société. Et donc, leur spécialité, c'était la commercialisation d'explosifs, de bombes, de grenades et de mines. Paf! Un bis explosif, comme on dit. Donc, imaginez un peu la réputation de la famille. Et je vous jure, leur bise a tellement bien marché. Du coup, le frère d'Alfred, Ludwig, qui est devenu patron de cette boîte, c'est devenu un des hommes les plus riches et influents de la Russie. Un vrai influenceur. Enfin, plutôt influtueur. Et Alfred, c'est pareil, hein. C'est juste qu'à un moment donné, il a préféré se barrer genre aux États-Unis, puis en France, pour faire de recherches et inventer des nouveaux produits explosifs. Oui, ça lui suffisait pas tout ce qu'ils avaient déjà. Donc, vous comprenez la réputation horrible qu'ils avaient. Et ben, au début, Alfred, ça le dérangeait pas du tout. Non, il me dit Nobel, de toute façon, que ça soit associé à la mort, pas de souci. Mais en fait, il y a un événement, en fait, qui l'a traumatisé. Genre un truc qui l'a vraiment marqué, où il s'est dit, oh non.
il faut changer cette réputation, il faut laisser une belle trace de moi dans le futur, quand je serai mort. Et en fait, c'est arrivé à la mort de son frère Ludwig. Oui, ce dernier est mort avant Alfred, et dans un journal nécrologique français, en fait, ils ont annoncé sa mort, mais ils se sont trompés de prénom. Et ils ont dit que c'est Alfred Nobel qui est mort. Et donc vous imaginez, lui, un matin, il se lève, le petit café, il prend le petit journal, et il commence à lire, et il voit Alfred Nobel, le marchand de la mort, est mort. Et tant mieux, ça fait plaisir à tout le monde. Il fit fortune en trouvant le moyen de tuer le plus de personnes le plus rapidement. Remercions le destin d'être débarrassé de lui. Oui, à l'époque, la rubrique nécrologique, paf, ça attaque. BFM à côté, c'est des bisounours. Et donc, forcément, ça l'a grave touché, en fait, de voir et comprendre comment les gens parleront de lui après sa mort. Tu vois, parce que c'est comme si, en fait, c'était lui qui était mort, tu vois, surtout en voyant son prénom. Et bah ça, genre, ça lui a donné des petits frissons, il s'est dit non, il faut changer cette réputation, il faut laisser une belle trace de moi. Et donc là, il a décidé de changer son testament et de léguer toute sa grosse fortune pour le prix Nobel. Donc créer ce prix Nobel pour récompenser les meilleurs bienfaiteurs de la planète. Tous les gens qui font des belles inventions qui améliorent l'écologie, l'économie, la santé ou juste qui font des actions pour la paix. Et tout ça pour plus avoir de réputation de connard assassin. Alors, est-ce que c'est réussi? Bah, j'ai l'impression que oui. Parce que moi, j'imagine que c'est la première fois que vous entendez parler de ça. Bah, moi aussi en l'écrivant. Le salaud, la réputation d'ange qu'il a aujourd'hui quand même. Et en parlant d'explosion justement, enfin, je parle pas d'ici, non. Ici ça va, je suis dans un plutôt chill, plutôt calme, non. Mais par contre, ça me fait penser à une histoire d'un accident, vu que ici j'en ai vu pas mal. C'est un pote en Russie qui a failli perdre un œil, tu vois, et genre, il a gardé des belles cicatrices parce qu'il a fait un accident avec une Lada. Hop, sorry. Oh. Et je vous jure, les vitres pare-brise des Lada, surtout des anciennes, genre c'est pas des vitres qui résistent au choc, vous voyez, ça explose et ça part en 1000 petits morceaux et ça peut te tuer ou te rendre handicapé à vie avec tous les morceaux de vitres qui te volent en toi. À la limite, tu sais, il faut être Néo dans Matrix. Et savez-vous que celui qui a inventé la vitre triplex, qui se brise, qui se fissure, mais qui n'explose pas, bah, c'est un Français. Édouard Benedictus, qui s'appelait. Et en fait, lui, niveau métier, c'était un multicasquette, mais multi-casquette, plus que les multiverses des Marvel. Et en fait, lui, par exemple, il était poète, philosophe, peintre, chimiste et inventeur. Tu vois, rien que ça. Le mec, ça va, niveau neurones, ça se connectait plutôt bien. Et donc, un jour, il était dans son atelier, comme ça, il peignait une peinture, il était là, tac, 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 belle vue, magnifique. Et là, genre, coup de coude sans faire exprès, bon, parce que il n'était pas non plus le plus à l'aise, ça arrive, il a beau être intelligent, niveau mouvement, des fois, il pouvait faire des erreurs. Donc, bam, il se tourne, coup de coude, il accroche un bocal qui fait tomber, et bizarrement, le bocal n'explose pas. Lui, il le regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était un flacon qui contenait une solution celluloïdique. C'est un peu les ancêtres du plastique. Donc, vous voyez, j'ai une solution un peu collante, tu vois, comme si c'était un peu caoutchouteux. Et donc, il regarde ça et se dit, stupéfaction. Ça veut dire que si on enduit le verre d'une solution celluloïdique, lorsqu'elle se brise, elle ne s'éclate pas en 1000 morceaux. Sauf qu'à l'époque, il se dit, ok, super, mais à quoi ça va me servir? J'ai aucune idée, quoi. Bon, juste... T'auras des bocaux qui ne se brisent pas. Super. Parce qu'à la base, une vaisselle qui se brise, ça porte bonheur. Lui, déjà, il se dit ça doit me porter bonheur quand même. Même si ça s'est pas brisé. Et c'est seulement quelques années plus tard, lorsqu'il lisait le journal, en fait, il a vu une nouvelle assez terrible. En fait, ça parlait de deux jeunes femmes qui se sont fait trancher la gorge dans un accident de voiture parce que, justement, le pare-brise s'est explosé. Et là, en regardant ça, en fait, bon, il aimait bien les femmes apparemment, et donc ça l'a touché. Il se dit non, mais pourquoi elle? Pourquoi elle? Et il a eu l'idée, tu vois, l'eureka. Il s'est dit, d'accord, et si j'inventais des pare-brises de voitures non cassables? Et là, il a commencé à bosser. Son cerveau, tout s'est connecté. Il a, je suis bon, j'ai des millions d'idées. Et là, il a inventé donc les vitres qu'on appelait triplex. Pourquoi triplex? Parce que ça s'est fait genre en forme de sandwich par 3. Une couche de verre, une couche de celluloïd et une autre couche de verre. Et ainsi, on a créé le pare-brise triplex, qui se brise, mais qui ne s'explose pas. Sauf que c'était quand même assez coûteux, parce que déjà, il fallait 2 couches de verre et une couche de celluloïd qui, à l'époque, était très cher. Donc en France, pendant très longtemps, ça n'a pas connu un gros succès dans le commerce. Genre, vous savez que la première vraie utilisation qui a rapporté de l'argent pour cette invention, c'était durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, ils utilisaient ces verres triplex pour les insérer dans les masques à gaz. Parce qu'effectivement, lorsque tu as un masque à gaz, tu sais, faut que tout soit genre hermétique. T'as un filtre super compliqué qui filtre genre tous les gaz chimiques qu'il y a autour, mais genre si t'as un petit caillou qui explose genre ton binocle oculaire, bah bam, tu crèves tout de suite.
Et c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale où c'est Henry Ford, lorsqu'il a commencé à commercialiser ses voitures, lui, il voulait de l'invention, il voulait genre le meilleur, tu sais, genre déjà le Fordisme, tout ça. Et quand il a découvert grâce à ses masques à gaz, donc ses vitres triplex, il s'est dit, je veux qu'il y ait ça dans la voiture pour la sécurité. Et on va jouer là-dessus et ça sera mon argument marketing, genre mes voitures sont les plus solides et les moins meurtrières. Mais au final, donc, même si ça a bien cartonné aux États-Unis, ça a fait son retour en France beaucoup plus tard, dans les années 80, et même dans la capitale française. Parce que le Louvre est couvert par 2000 mètres carrés de verre triplex. Et donc aujourd'hui, 35 ans après cette belle installation, seulement 5 carrés de verre ont dû être remplacés tellement c'est solide. C'est vrai que c'est solide, ça résiste au choc physique, mais ça ne résiste pas à certaines actions d'éco-activistes. L'histoire du post-it remonte à 1968, bim rim. Alors c'est le chimiste Spencer Silver à l'époque qui travaillait pour la société 3M. Vous connaissez forcément cette société. En fait, c'est une société qui est spécialisée en adhérence. Donc, tu vois, dans tous les produits qui sortent, il faut que ça colle à mort, il faut que ça adhère. Ils sont par exemple connus pour avoir créé la marque Scotch. Oui, parce que Scotch, c'est pas un objet, non, c'est pas un pronom, c'est une marque vraiment. Mais à force de l'utiliser, du coup, maintenant, on l'appelle tout ce qu'on voit Scotch. Tu veux un scotch? Volontiers. Tiens. Colle bien. Et donc lui, il se met sur un projet où il est en recherche de la colle la plus adhérente au monde. Vraiment, la glue, super glue, genre super glue. C'est un truc qui peut te coller n'importe quoi et limite allier deux objets ensemble à vie. Mais sauf que dans ses recherches, il se trompe de ouf. En fait, au lieu de ça, je sais pas comment il se gourre, mais en fait, il crée une colle super nulle. Un truc qui n'adhère quasi pas. C'est pour vous dire, dans ses tests, par exemple, il prend un bout de papier, il met de la colle dessus, il le colle sur un mur, il le laisse sécher une journée et le lendemain, il arrive, il le décolle avec une telle facilité. Et genre pour vous dire, ça ne laisse aucune trace ni sur la feuille ni sur le mur. Et donc lui, il est dégoûté, limite il est en dépression. Il se dit putain mais je suis tellement nul. Le mec il part tellement en dépression que c'est lui qui se la colle. Il démissionne de la boîte 3M et pour lui c'est un échec. Le gars il a échoué sa mission. Mais sauf que des fois, faut voir les revers de la médaille. Sauf que ça, ce revers de la médaille, c'est un autre mec qui le voit. Et en plus, un collègue à lui, c'est un mec qui s'appelle Arthur Fry qui a trouvé la bonne façon d'utiliser sa colle. En fait, le mec, il prend cette colle, il la met sur des petits bouts de papier et en fait, il crée des notes repositionnables. En fait, c'est une note que tu peux coller à un endroit et après, quand t'en as marre ou quand t'en as plus besoin, bah, tu la décolles et ça n'abîme rien du tout. Et ça, bah, c'est un petit coup de génie en fait. Mais vu que c'est pas lui qui a fait l'erreur, en fait pour lui, bah, c'est une nouvelle invention et il sait comment en profiter. Au début, il l'appelle press and peel, genre tu colles et tu décolles. Et ensuite, bon, ça a été renommé en juste post-it. Cette histoire incroyable est arrivée à un mec qui s'appelle George Crumb, un cuisinier dans un restaurant aux États-Unis. C'est loin d'ici, je peux vous dire. Il est cuistot, il travaille dans son restaurant, c'est un jour normal. Un mec lui commande des pommes de terre. Des pommes de terre cuites à la poêle normalement. Donc lui, il coupe le truc, il envoie ça. Et au bout de 5 minutes, il voit que le plat est renvoyé et le mec est pas content. Et il demande de couper des tranches plus fines et de le faire frire un peu plus. Donc lui, il fait OK. Donc il coupe un peu plus fin, il les fait frire un peu plus et il renvoie le plat. Et là, le client, il est chiant. On sait pas ce qu'il veut. Il est un peu casse-noisette, comme on dit un peu chez les cuistots. Donc il lui renvoie le plat. Georges, il refait à nouveau, il renvoie. Ça part en mode échange de tennis. C'est bim, 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 40 A partout, qui c'est le meneur? Et donc à un moment donné, au bout de 6 fois, le mec, il a dû repréparer un plat de patates. Tu sais, et du coup, George Crumb, il pète un câble. Il en peut plus. Il se dit, ah ouais, tu veux de la patate fine? Ok. C'est genre pour les faire chier et pour se foutre de la gueule du client, il dit ok, je vais te couper ça, genre le plus finement possible. C'est aussi fin que les sandwichs à l'aéroport. Et après il dit ah ouais, tu veux de la friture? Je vais te faire frire ça. Alors, ça, mon gars, son sang-froid, ça devient du sang frit. Tu vois, ça bouillonne. Comme on dit, il en a gros sur la patate. Et donc là, il dit, ah ouais, tu veux de la friture? Je vais te faire frire ces patates jusqu'à ce qu'elles soient tellement sèches, archi sèches, de sèche, plus sèches que les chaussettes d'archiduchesse, que ça soit tellement genre sec dans la bouche, tu vois, genre que les frites soient solides, tu vois, vraiment croustillantes. Donc, il fait frire ça dans l'huile, c'est des tranches archi fines. Et il se dit, ah ouais, tu veux de la patate? Bah tiens, bouffe mon gars, étouffe-toi avec. Et à sa surprise, le client, il veut une autre portion. Lui, il se dit, mais il est taré ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il refait la même chose, des tranches extra fines. Il fait frire ça jusqu'à ce que devient super sec. Il met un peu de sel par-dessus, il goûte. Il se dit, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, il vient lui-même servir la portion au client. Et là, le client, il le regarde. Il dit, j'ai envie de vous serrer la main. Vous m'avez servi les meilleures patates que j'ai jamais goûtées. Et Crumb, il lui dit, vous savez quoi? C'est moi qui vais vous serrer la main
parce que vous venez de me donner l'idée d'une nouvelle recette. Eh oui, c'est comme ça que les chips ont été créés. Comment je suis fan de ces vues, je vous jure. Faire des face cam dans des situations comme ça, c'est un de mes trucs préférés, je vous jure. C'est des motos qui passent. Ça me concentre limite. Au bout de mon gars. Au bout de... Un jour, en 1954, dans l'usine historique des Carambars, ils ont fait une erreur un peu monumentale, c'est qu'ils ont commandé un gros stock de cacao, mais qu'ils n'ont pas réussi à vendre. Alors, bon, c'est pas un problème de clic, genre ils ont voulu prendre 50 kilos, ils ont pris 50 tonnes, genre oh non, c'est juste qu'ils ont fait une mauvaise estimation du marché. Et donc, ils se retrouvent avec tout ce stock de cacao invendu, et eux, à la base, leur confiserie, ils fabriquent des petites sucettes comme ça en caramel, tu sais, des trucs durs. Et sauf que là, donc, les deux patrons, ils se regardent, ils font, c'est quoi ? Et si on mélangeait le cacao invendu là dans le caramel et on le met dans la machine, on essaie de faire des nouvelles sucettes cacao caramel. Et donc là ils mettent tout dedans, ils sont là comme ça devant la machine, ils attendent, ils sont oh putain, ça y est on va rentabiliser, comme on va être bien. Et sauf que là, la machine, avec cette nouvelle recette, elle commençait à être déréglée. Elle n'était pas du tout prévue pour ce mélange. Et là, donc, au lieu de sortir, comme avant, les petites confiseries, les petites sucettes toutes dures, là, toutes petites, elle commence à sortir des bonbons complètement longs, comme ça, en forme d'un caca, d'un couleur caca, en forme d'une barre, en fait. Et donc, les mecs, ils regardent ça, et ça donne pas du tout envie de goûter. Ils sont là, ils se disent, oh putain, déjà, on n'a pas réussi à vendre le cacao qu'on a acheté. Et là, genre, notre seul truc qui marchait, c'est genre le caramel. On vient nous flinguer tout un stock. Ils font, oh putain, ils regardent ces bonbons là, en forme dégueulasse. En plus, la forme, c'est pas du tout la même parce que la texture est beaucoup plus molle, beaucoup plus collante, genre un peu caoutchouteuse. Ils touchent comme ça un peu, ça durcit super mal. Ça ressemble pas du tout à une sucette dure comme ils faisaient avant. Et donc là, forcément, personne n'a envie de trop goûter. Ils disent non, mais vas-y, toi, non, mais toi, vas-y. Et un des patrons, il fait bon, ok, il prend, il goûte, il fait bah, tu sais quoi, c'est pas mal. Ça lui donne même un petit nouveau goût, là, le petit cacao. Il dit, c'est quoi, venez, on ramène tout ça à la maison, on fait goûter à nos enfants. Et là, le lendemain, ils reviennent et tous les enfants sont fans. Donc là, c'est une super bonne nouvelle pour eux. Et donc, c'est ainsi qu'une grosse erreur et de commande et de recette, en fait, a donné naissance au carambar. En fait, c'est ça, carambar, c'est du caramel en barre. Genre, ils ont raccourci les deux. Mais encore ça, c'est pas la pire erreur qu'ils ont fait. La vraie erreur est arrivée beaucoup plus tard. C'est en 1969, lorsqu'ils ont décidé de mettre des blagues sur l'emballage des carambars. Ouais, je ne sais pas d'où c'est venu, mais je vous jure. En fait, ils ont demandé aux enfants consommateurs d'envoyer des blagues et des devinettes par courrier. Et en fait, il y avait tout un jury qui sélectionnait les meilleures blagues. Et si la blague de l'enfant était sélectionnée pour être imprimée sur l'emballage, il recevait son poids en carambar. C'est génial comme idée, tu vois. Sauf que après, le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'ils ont envoyé le poids en carambar à l'enfant, il mangeait tout, il doublait en poids. Après, ils renvoyaient une autre blague, il fallait lui envoyer le double, et ainsi de suite. C'est une courbe exponentielle. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'années plus tard, ils ont arrêté ça et ils ont engagé genre 2 auteurs pour écrire toutes les blagues. Vous imaginez la pression et la tristesse de leur boulot? Et eux, apparemment, ils sont rémunérés en mode genre leur poids en kilos de cocaïne. Parce que je vois pas comment tu peux être autrement motivé pour ce genre de métier. Alors je pense que la majorité d'entre vous savent ce que c'est le Viagra. Surtout la majorité majeure. À la base, le Viagra c'était un médicament inventé par la société Pfizer et qui ne devait pas du tout servir à ce qu'il sert aujourd'hui. Non, à la base, c'est un médicament qui devait traiter les douleurs thoraciques et les brûleurs dans la poitrine. C'est en gros à peu près ce que j'ai eu lorsque j'ai eu mon infarctus. Et donc il y a des docteurs qui travaillent dans les labos pour trouver enfin la bonne formule pour arrêter ces douleurs dans la poitrine. Et donc à un moment donné, ils arrivent à un résultat dont ils sont contents, genre théoriquement. Et donc là, ils passent à l'étape suivante. Ils font appel à un groupe de testeurs donc pour tester ces petites gélules. Et lorsqu'ils ont le retour de ce groupe de testeurs, ils sont surpris. Surtout de la partie masculine de ce groupe de testeurs. Parce qu'à peu près 100% des gens disent que ça n'a pas du tout marché pour les douleurs dans la poitrine, mais ils viennent quand même à une autre partie de ces pilules. Genre juste pour retester encore une fois, genre pour savoir, ça se trouve ça va marcher. Si je teste une deuxième fois, une troisième fois, il faut tester pour savoir. On ne peut pas savoir du premier coup. Donc ils refont tester à tout le public masculin ces nouvelles gélules. Et sur ce coup-là, ils font exprès d'observer les effets secondaires de ce médicament. Et là, ils se rendent compte que oui, au niveau de la poitrine, non, il n'y a pas grand-chose qui change. Par contre, dans un secteur un peu plus bas, ça, il y a de l'action. Et donc là, ils réfléchissent un peu et surtout vu l'engouement de tout ce groupe de testeurs qui en veulent encore et encore et en plus qui en parlent autour d'eux, donc du coup il y a encore plus de testeurs volontaires qui veulent même gratuitement juste tester ces pilules. Pfizer là ils réfléchissent et ils se disent
il y a un bis à faire. Donc, ils changent complètement le marketing de cette invention et c'est à ce moment-là qu'ils inventent le Viagra. Donc, les pilules pour traiter les problèmes de dysfonction érectile. Ils sont quand même chelous, Pfizer. Hein. Pourquoi vous n'avez pas rajouté ce petit bonus dans vos vaccins ? Je vous jure que la vaccination totale de la France aurait été beaucoup plus rapide. Hein. Pourquoi vous n'avez pas rajouté cette petite pilule J'aimerais tellement que toutes mes erreurs conduisent à des succès, hein, mais malheureusement c'est loin d'être le cas. Vraiment très très loin. Hein. De toute façon, c'est super rare qu'un accident amène à une réussite. Mais vous avez remarqué que souvent, c'est les meilleures réussites, c'est les inventions les plus impressionnantes. C'est des trucs qu'on n'aurait jamais pu trouver en réfléchissant logiquement. Et ouais, parce que parfois, comme j'ai dit, on a besoin de se perdre pour trouver le bon chemin. Vous vous rappelez par exemple que Newton, il a trouvé la théorie de la gravité en se prenant une pomme sur la tête. Genre Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique en se trompant en allant chercher l'Inde. Et vous connaissez cette théorie que je trouve juste excellente, qu'en fait, c'est en mangeant accidentellement des champignons qu'il y a des milliards d'années, des singes ont eu l'idée dans leur tête en fait de marcher sur deux pattes et qu'on est devenu des bipèdes. Souvent en fait, les inventions qui viennent d'une erreur comme ça, c'est les plus impressionnantes et celles qui amènent une rupture dans l'histoire. Et c'est vrai. Souvent, pour trouver quelque chose de complètement nouveau, il faut savoir réfléchir out of the box, aware. Les erreurs, parfois, nous permettent de prendre des risques qu'on n'aurait jamais pris en temps normal, de réfléchir de façon non conventionnelle, selon une perspective complètement nouvelle. De toute façon, j'ai l'impression que l'erreur est propre à l'humain. Rien que le facteur humain, c'est quoi le facteur humain ? En fait, c'est le synonyme d'une erreur. Tu vois, on dirait que l'humain est synonyme d'une erreur. Et vous savez que l'erreur est humaine, mais parfois, elle est surhumaine. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs, mes yagadou. Moi, je vous fais des gros yagadakis. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Allez, moi je vais récolter du riz, moi. Comment ça marche ? J'arrive.